C'est important effectivement de pouvoir se parler, d'être en prise directe, de voir les avancées des uns et des autres. C'est véritablement ça qui fait avancer aussi les filières. Oui, c'est vrai que nous, en tant que coordinateurs, avec le CEMAT et Volis, cette édition Intermat 2024, c'est une édition qui est renouvelée sous 3 composantes fondamentales pour nous. La première, on voit dans cette édition renouvelée un concentré d'innovation inédit. Il n'y a pas un salon international, toute proportion gardée, on va dire, où on voit autant de concentration d'innovation sur un thème qu'on a choisi, la durabilité et la décarbonation, pour notre salon Intermat. La deuxième composante qui est caractéristique de cette édition renouvelée d'Intermat, c'est effectivement cet apport de contenu que tu as mentionné, Christophe, qui est aussi inédit dans sa forme, parce que cet apport de contenu, il se fait en mode filière. Ce ne sont pas seulement les constructeurs qui viennent à une foire pour exposer des matériels. On est maintenant dans un processus où, au-delà de ça, le Salon Intermat, c'est un événement de filière. Et on travaille ensemble, effectivement, ça c'est fondamental, à une époque où on doit opérer des transformations profondes, on ne peut le faire qu'en mode filière. Et c'est l'objectif, justement, d'utiliser Intermat comme un point d'orgue d'un travail qui a été initié entre 5 fédérations, à l'initiative, c'est vrai, du président des Volis, pour mobiliser toutes les forces en présence, pour avancer ensemble à la transformation des équipements de BTP en direction de la durabilité et de la décarbonation. C'est important, effectivement, d'avancer ensemble, d'avancer, de regarder le rythme de chacun et d'essayer finalement de jouer collectif. Oui, et c'est surtout ça concrétise des travaux qui avaient été engagés il y a déjà quelques années justement sur la décarbonation de notre univers. Nous avions été invités à écrire la feuille de route nationale de décarbonation des engins de construction. On a commencé les travaux en 2022. Et donc on a eu la chance de pouvoir en être les co-rapporteurs, et en filière on avait pu écrire et rendre ce rapport sur la décarbonation. Mais au-delà du rapport, c'était de pouvoir montrer à l'ensemble de la filière les travaux qui avaient déjà été engagés, et de passer d'un stade de prototypage, parce que sur les salons antérieurs qu'on a pu voir à l'international ou en Europe, on était sur le mode prototype. Et là, la concrétisation, c'est de voir au travers des exposants, des adhérents du CEMAT et des Volis, de voir concrètement qu'aujourd'hui, il y a des solutions concrètes mises à la disposition du marché. Et on en reparlera peut-être après de quelles sont les prochaines étapes. Exactement. Justement, cette décarbonation, elle est au cœur des débats cette année, très clairement. C'est affiché partout, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Comment elles ont réagi, les entreprises de toutes les filières? Et est-ce que cet engagement, qui n'est plus une option finalement aujourd'hui, il est tenu dans la plupart des métiers? Est-ce que vous avez aujourd'hui tous les outils suffisants pour accélérer cette transition? Est-ce que c'est véritablement... voilà, est-ce que tout le monde est au même niveau là? Non, je dirais que tout le monde n'est pas au même niveau. Mais justement, le rôle d'un salon, c'est de démontrer dans quelle direction va la filière. Et le fait d'avoir donné un thème au salon, et le thème de décarbonation, a montré aux exposants et donc aux visiteurs qu'il fallait aller vers une direction. Et si les exposants ont montré autant de nouvelles machines, nouvelles innovations, c'est parce qu'on avait donné ce thème au salon. Et derrière le thème, ce qui est important, c'est que les entreprises, pour répondre à votre question, les entreprises avancent à différents niveaux, il y a différentes gammes de matériel, avancent étape par étape. La décarbonation ne se fera pas en un jour. C'est vraiment le démarrage, mais on est content de voir sur le salon beaucoup d'innovations en termes de digitalisation, en termes de nouvelle énergie, qui était un point clé sur le salon. Ça pose encore aussi des questions, et ça a été le rôle du salon d'essayer de les décrypter, d'essayer de faire en sorte que le visiteur ait des réponses à ces questions pour essayer de se diriger vers une voie. Mais c'est le démarrage, et bien sûr, ça se fera étape par étape.
Vous avez aussi signé tous ensemble un manifeste, c'était un moment important. Ça montre justement cette volonté de faire ensemble? Oui, comme le disait Pascal, ce travail il a été initié déjà en filière il y a à peu près 18 mois. Et Intermat, c'est aussi, comme je le mentionnais précédemment, le point d'orgue à un moment donné d'un travail qui est effectué en filière pour révéler ce travail-là. Et la signature de ce manifeste par les 5 présidents des 5 fédérations est très engageante. Est très engageante pour toutes les entreprises qui sont inscrites dans ce processus-là. Et c'est une feuille de route. C'est un nouveau point de démarrage, un nouveau point pour initier, accélérer justement cette démarche collective qui a été initiée il y a maintenant 18 mois. Oui, et cette démarche collective, elle est primordiale parce que j'ai tendance à dire c'est bien beau de fabriquer des matériels innovants, mais derrière, il faut que tout le monde accepte de les vendre. Puis il faut qu'il y ait des utilisateurs qui les acceptent, qui aient envie de les mettre sur le marché, de les utiliser, d'en comprendre l'intérêt. Et donc c'est la force effectivement de nos 5 fédérations. On ne peut pas le faire tout seul. Parce que les machines aujourd'hui, elles existent. Il faut qu'elles vivent demain. Et donc, c'est important de travailler ensemble sur ce sujet-là. Avant d'aller sur les innovations dont vous avez parlé, et moi j'ai noté plein de choses dans ce salon, donc je voudrais vous entendre sur tout ce qu'on a vu, les formations, les jeunes, les innovations, évidemment. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette question de volonté de faire ensemble. Et il y a quelque chose qui est revenu dans les débats depuis le démarrage, c'est la question des prix. Oui. On a des machines qui sont plus chères, on a une énergie dont on ne connaît pas encore le coût. Comment on va la faire, cette décarbonation, sans que ça soit sans se tirer une balle dans le pied, si j'ose dire? C'est un peu le problème que toutes les filières ont, me semble-t-il. Alors, comme l'a mentionné Pascal, l'a déjà un petit peu avancé Pascal, ce qui résulte un petit peu de tout ce contenu important qui s'est exprimé au travers des différents acteurs de la filière ces 4 derniers jours, c'est qu'il y a un concentré d'innovation ici qui est inédit, premièrement. Il y a des offres en matériel, en services, et en infrastructure aussi qui accompagnent ces matériels qui vont de plus en plus permettre de gommer les gaps techniques qu'il fallait franchir pour pouvoir vraiment avoir une offre crédible et commercialisable. Il y a une offre aujourd'hui qui est commercialisable dans certains segments, ça arrive de plus en plus. Donc ça, c'est un premier pas, c'est un premier moment. La deuxième chose qu'on peut retenir de tous ces débats, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir boucler l'équation économique. Ça a un coût, la transition écologique. Il suffit de regarder dans d'autres secteurs industriels ce qui se passe. Donc effectivement, c'est un coût. Et c'est pour ça que ce manifeste qui a été signé par les 5 présidents des 5 filières, qui est très engageante, est aussi un signal que nous envoyons à nos pouvoirs publics pour à un moment donné leur expliquer que oui, il faut qu'on monitore ensemble cette trajectoire de décarbonation, mais il va falloir aussi à un moment donné travailler ensemble pour trouver un chemin pour accompagner cette transition, notamment pour boucler l'équation économique. Oui, Christophe Le Carpentier, c'est ça, on a la feuille de route, on sait où on va, on a les moyens aujourd'hui techniques, technologiques. Il faut aussi aider le secteur, c'est ce que j'entends. On ne pourra pas le faire tout seul. Oui, alors si je prends ma casquette d'organisateur de salon, c'est justement ce qu'on voulait montrer. Bien sûr, il y a beaucoup d'innovations. Alors on parle de machines, mais vous avez aussi des innovations dans les matériaux. Il y a eu des innovations sur le béton, comment on décarbone le béton. Vous avez des innovations digitales qui permettent de réduire la consommation de carburant, parce que le premier litre de carburant qu'on n'utilise pas, c'est le premier pas de la décarbonation. Donc il y a déjà des solutions qui permettent d'avancer rapidement, déjà pour les utilisateurs, et puis après les autres solutions électriques, hydrogène, qui sont un peu plus chères, vont avancer, et puis on espère qu'avec la technologie, avec le rôle que font les fédérations, eh bien, on retrouve de plus en plus de matériel sur les chantiers. Ce que je voudrais ajouter, c'est que notre rôle primordial, c'est d'expliquer comment va se passer la transition au sein de notre filière. Et que surtout on n'ait pas à supporter un copier-coller qui pourrait venir d'une autre industrie, parce qu'on a une faire du sur-mesure. Oui, parce qu'on a une particularité,
c'est l'extrême variété des matériels que nous utilisons dans notre profession et aussi la grande variété des sites d'utilisation. Et la grande difficulté, c'est que nos matériels ne vont pas à l'énergie. Ça va faire plaisir à un de nos camarades de jeu. C'est l'énergie qui vient en matériel. On va dire Lagardère. Et donc c'est quand même pas si simple. Parce que nous, dans nos métiers, j'aime à le rappeler, on va utiliser toutes les énergies. Il n'y aura pas de solution unique. On va être obligé d'utiliser... Le mix énergétique. On va continuer à utiliser du pétrole, on va utiliser de l'électricité, de l'hydrogène pour répondre à la bonne énergie, à la bonne utilisation. Il va falloir amener cette énergie et faire comprendre au pouvoir public. Comme je dis, nous, nos industriels, que ce soit chez Evolis ou au CEMAT, ils sont prêts. Ils sont volontaires. La question, c'est si on veut aller plus vite, comment on fait pour nous accompagner là-dessus? Nous, on y va, mais comment on nous accompagne? Donc il y a un état d'esprit qui est clairement différent dans ce salon, on l'a vu, et il y a ces fameuses innovations. Moi, il y a plein de choses qui m'ont frappé, à commencer, c'est pas très loin, par l'Intermat Academy, l'emploi, la formation. C'est un sujet réel dans tous les secteurs, mais peut-être aussi encore plus dans le vôtre. Il faut être sexy, être attractif aujourd'hui pour que les petits enfants qu'on a vu passer tout à l'heure, ils ne fassent pas que monter sur les camions, mais qu'ils aient envie demain d'en faire leur métier. Oui, tout à fait. Il y a un enjeu d'attractivité des métiers, c'est pas nouveau. Il y a aussi un enjeu de qualification, de formation des opérateurs à des nouvelles pratiques sur des nouvelles machines. Les machines électriques vont certainement obliger certains opérateurs qui font de la maintenance à avoir des habilitations électriques en France. Eh bien, il va falloir accompagner aussi les organismes de formation, les jeunes, les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, tous les opérateurs qui font de la maintenance vers des pratiques professionnelles différentes. Donc il y a effectivement toute une dimension humaine, en plus de la dimension technologique, la dimension administrative, politique et financière, qui a été bien révélée d'ailleurs, je trouve, autour de ce contenu qui a été présenté ces 4 derniers jours. La dimension humaine, elle est essentielle. Et il y a une 4e dimension, si je puis me permettre. Nos constructeurs français, européens, et puis même plus largement, je dirais mondiaux, ils ont une vision globale parce qu'ils opèrent sur un marché qui est mondial. La France est un marché parmi d'autres. Il y a aussi donc une dimension au moins européenne au sujet qu'il faut prendre en compte pour essayer d'avoir, autant que ça est possible, le plus grand dénominateur commun de solutions pour cette industrie-là entre les 27 États membres de l'Union européenne. Oui, écrire des cahiers des charges identiques, avoir des mêmes normes, par exemple, je pense que c'est un sujet dont on parlait tout à l'heure. On parlait d'attractivité, j'imagine que la digitalisation, l'arrivée de l'intelligence artificielle, les simulateurs qui sont juste à côté, ça donne envie peut-être aussi aux jeunes de venir se former, de venir découvrir les métiers. Oui, c'est primordial. Alors, il faut convaincre les jeunes, il faut convaincre leurs parents, surtout parce que c'est souvent les parents qui rêvent d'un avenir pour leurs enfants. Donc je pense que ce qui est important, c'est de montrer qu'en fait nos métiers sont très technologiques. C'est beaucoup plus technologique, nos machines sont beaucoup plus technologiques qu'une moto ou qu'une voiture aujourd'hui, et la dimension de la data sont importantes. Ce matin, on avait un intervenant, parce que alors je vais me mettre là parce que c'est pas le CEMAT que je présente là, c'est le Club CEMAT. Ça fait 30 ans qu'on milite pour que les jeunes viennent dans nos métiers, et on en connaît la difficulté, et la difficulté elle va s'accroître parce qu'avant on avait un métier qui était uniquement concentré sur les moteurs thermiques, et les jeunes demain qui vont intervenir, et comme vous le disiez, il va falloir qu'ils soient sur le numérique, la data, l'électricité. Donc il va falloir effectivement adapter tout ça et le valoriser pour que les jeunes aient envie de venir dans nos métiers. C'est un gros travail. Ils ont envie de venir manifestement. On en a vu beaucoup des jeunes présents. C'était une volonté justement des organisateurs de les avoir présents sur le salon. Oui, alors c'est une volonté de la profession. Et donc nous, notre rôle en tant qu'organisateur de salon, c'est de répondre à ce besoin. Besoin de nos exposants, parce que déjà il y a beaucoup de recrutements qui se sont faits chez nos exposants, donc dans des fabricants de machines, d'outils, bien sûr de gens qui ont des solutions digitales. Et puis des nouveaux métiers aussi qui sont en train d'apparaître. Des nouveaux métiers, l'analyse des données par exemple, qui est très importante, tout ce qui est digital. Donc ce sont des métiers qui deviennent de plus en plus techniques,
plus moderne, et bien sûr la partie mécanique, les opérateurs aussi des machines. Donc il y a tout cet ensemble de métiers, et puis il y a aussi les métiers des travaux publics, du bâtiment, voilà, où on a besoin de montrer une image beaucoup plus moderne, une image de la réalité. Et le grand public n'a pas forcément la visibilité telle que on l'a, nous, de notre point de vue, parce qu'on est dedans tous les jours. Et c'est pour ça que sur l'Intermat Academy, bien sûr, on a des jeunes qui sont déjà dans les écoles de BTP, mais on a essayé aussi d'attirer des jeunes qui n'ont pas encore un pied dans les écoles de BTP, et pour les attirer sur nos métiers. Je voudrais rajouter un point sur le sujet, c'est que sur ce domaine-là de la promotion des métiers, je voudrais rappeler qu'on travaille aussi encore en filière, parce que les trois organisations Evolis, CEMAT et DLR travaillent en communication au travers d'un site internet commun qui s'appelle 3e TPM, et on fait ça déjà depuis plus de 15 ans. Et donc là encore, pour être plus fort, il faut travailler en filière pour qu'on puisse être reconnu. Travailler en filière et donc peut-être venir agréger les autres filières. Et d'ailleurs, nous avons participé justement au travers de 3e TPM. Nous avons travaillé avec la FNTP sur de la communication vers les mécaniciens, entre autres, parce que c'est notre sujet. Mais on peut demain, pourquoi pas l'élargir. Oui, tout le monde sera bienvenu. Il y a aussi, je continue à mon tour des étonnements, on va dire, le village des startups. Alors là, on a pu découvrir tout un tas d'innovations. Moi, j'ai envie de savoir celles qui vous ont le plus bluffé. C'est difficile pour moi de parler des innovations et d'en choisir une, parce qu'il y en a beaucoup. Et voilà. Qu'est-ce qui était peut-être le plus inattendu? Je ne sais pas si Pascal ou Richard... On met dans le goudron et les plumes, si je donne un nom, tu vois. Non, mais qui n'existaient pas hier, des choses qui n'existaient pas hier et qui aujourd'hui apparaissent et qu'on n'attendait pas, en tout cas, dans le métier, qu'on n'avait pas forcément vu venir. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est important et qu'on ne soupçonne pas, finalement, c'est comment... Bien sûr, on voit arriver l'électricité, on voit arriver l'hydrogène, toutes ces nouvelles motorisations, mais ce qu'il faut vraiment mettre en avant, et ce qui peut paraître, c'est tout le chantier numérique, la data, et tout ce qu'on va pouvoir... On est au début de cette histoire, et finalement, on le voit au travers des startups, ce sont ces entreprises et ces startups qui peuvent effectivement... travailler la data, qui permettent, et encore une fois, là pour le coup, de travailler aussi dans un écosystème. La machine ne va pas travailler toute seule, elle est dans un chantier et on y intègre les collaborateurs, la sécurité aussi, comment on va pouvoir, on y travaille beaucoup ensemble sur la sécurité homme-machine, l'interaction homme-machine, et ça c'est la data qui va le faire. Donc il y a beaucoup d'innovations sur ce sujet-là. Sur les matières, oui. En plus de la partie, bien sûr, énergie, un point clé, c'est la sécurité. Et donc certains simulateurs que l'on voit ici font en sorte qu'on met des jeunes ou des moins jeunes en formation sur des simulations à risque qui permettent de mieux réagir lorsqu'ils sont en conditions réelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très nouveau dans nos métiers. Deux sujets, la sécurité. Effectivement, il ne faut pas omettre ce sujet-là et qu'il s'efface derrière un nouveau sujet qui est très important pour demain. La sécurité, ça a toujours été dans l'ADN de tous les constructeurs, parce que notre secteur du BTP, c'est vrai, est encore accidentogène. Donc c'est pour ça que sur un salon comme Intermat, où il y a encore un certain nombre de machines qui peuvent être parfois exposées par des constructeurs, nous veillons à ce que les machines qui sont exposées sur les salons sont bien conformes à la législation européenne. Et quand ce n'est pas le cas, nous agissons. Donc il y a des opérations qui se font aussi au niveau des organisations professionnelles pour s'assurer que les machines qui sont mises sur le marché européen sont bien conformes aux règles du jeu que les constructeurs européens s'imposent et appliquent. Ce n'est pas pour faire de parallèle avec la crise agricole, mais il faut quand même pas oublier cet aspect-là dans un contexte quand même de concurrence déloyale qui existe avec certains acteurs non européens. Si j'en reviens sur votre question, moi ce qui m'a frappé, c'est ces acteurs qui se développent dans tout ce qu'on appellerait les opérations d'allongement de la durée de vie des produits.
Alors certains appellent ça le remanufacturing, d'autres appellent ça le rétrofitting. Il y a plusieurs formes d'opérations d'allongement de la durée de vie des produits. Les acteurs arrivent, de nouveaux acteurs arrivent, d'autres se développent autour de ça. C'est la décarbonation, c'est aussi la durabilité. Voilà, ça c'est ce qui a retenu moi mon attention au travers de, je dirais, de la partie vraiment innovation start-up. On arrive quasiment au terme de ce rendez-vous. Je voudrais vous poser 2 questions. Savoir comment vous allez continuer, justement, comment on écrit la suite. Qu'est-ce qui se passe derrière dans 3 ans, puisque c'est dans 3 ans, 2027. Dans 3 ans. Comment est-ce que vous allez poursuivre l'écriture de cette feuille de route sur la décarbonation? Est-ce que vous avez déjà des idées? Alors je pense que la filière va continuer à travailler dès lundi ensemble et CEMAT et Evolis pourront en parler, mais si on parle côté salon, en fait notre rôle c'est justement d'être ce catalyseur de ces discussions, de ces innovations, du travail de la filière. On parle de décarbonation et je pense que c'est un thème qui va durer dans le temps parce que c'est un long chemin, mais le rôle pour nous c'est que le salon colle aux enjeux, aux problématiques, aux problèmes économiques, sociaux de notre environnement industriel et puis au monde du BTP bien sûr. Et donc Intermat 2027, c'est difficile aujourd'hui de dire ce qu'il sera, quel sera son thème. La décarbonation, je pense, sera encore là. La sécurité est aussi un thème important. La partie emploi-formation, mais on fera peut-être face à des nouveaux challenges et il est important que le salon aborde ces enjeux pour répondre aux besoins des visiteurs. Nous avons, je dirais que c'est pas demain, c'est hier. Dès hier, nous étions en réunion avec le secrétariat général à la programmation écologique hier après-midi pour dresser le calendrier des prochains travaux. Donc on se voit la semaine prochaine, je crois, et on doit rendre notre copie assez rapidement d'ailleurs. On doit donner les premiers éléments avant fin juin sur les prochaines étapes et notamment sur ce que nous attendons comme accompagnement pour accélérer cette transition énergétique. Donc oui, on ne s'arrête pas. J'ai bien compris que les pouvoirs publics avaient un rôle à jouer. Clairement, il y a les échéances de la semaine prochaine et puis il y a des objectifs qui ont été fixés à 2030 par l'Europe, par notre État. Et puis nous, on s'en est fixé aussi. Il fallait bien qu'on s'en fixe. Intermat est dans le très bon timing. Parce qu'en 2027, on sera à mi-parcours entre aujourd'hui, 2024 et 2030. J'ai envie de dire, rendez-vous dans 3 ans pour voir où est-ce qu'on en est entre aujourd'hui, où les innovations sont là, où la commercialisation de machines opérantes sont disponibles, et 2027 pour, à mi-chemin, faire un point d'étape pour accomplir nos objectifs à l'horizon 2030. Christophe Lecarpentier, il nous reste une petite minute pour conclure. Le retour d'expérience, quand vous vous promenez comme ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit c'était réussi. Quand est-ce qu'on recommence? On m'a dit tout à l'heure, Paris gagnait. Voilà. C'était un challenge, le salon n'a pas eu lieu depuis 6 ans. Les choses ont changé depuis le Covid. Il fallait modifier, transformer le salon. Je pense que ce rôle des filières, des syndicats était très important, des fédérations, pour aider à transformer, à faire que le salon colle aux ambitions. Et donc je dirais Paris gagné et beaucoup d'exposants sont contents, on a vu beaucoup de visiteurs et notre rôle justement c'est de faire en sorte qu'on ait beaucoup de visiteurs, des décideurs qui viennent voir les innovations, discuter, échanger et faire progresser le monde du BTP. En tout cas, ce monde du BTP, il avance et on pouvait le voir tout au long de cette semaine. Merci à vous, Christophe Lecarpentier, Pascal Petitjean, Richard Cleveland d'avoir été... Juste un dernier mot. Je sais qu'on a dépassé la minute, mais quand même, c'est important. Quelquefois, on dit est-ce que le business va bien, est-ce que l'économie va bien? On a quelquefois entendu parler que dans le bâtiment, ça va un peu moins bien. On dit que le bâtiment va, tout va. Donc... Oui, alors je dirais aujourd'hui, quand on voit l'activité dans ce salon et le monde qu'il y a dans les allées, ça reflète quand même d'une bonne activité et de quelque chose qui va bien. Donc c'est important de le souligner quand même.
Merci en tout cas. Merci à tous les trois d'être venus conclure avec moi cette semaine ici au salon. Oui, vous avez raison de vous applaudir parce qu'effectivement c'était grâce à vous que c'était réussi. Je remercie aussi les équipes qui étaient derrière et qui ont fait un gros travail pour nous permettre d'animer ces plateaux. Les équipes bien sûr de BFM Business et puis les équipes techniques de l'ENI également et les traductrices qui étaient là pour nous donner un sérieux coup de main pour vous permettre de comprendre ce qui se disait ici sur le plateau. On se dit donc rendez-vous dans 3 ans. Tout à fait. Avec plaisir. À très vite. Bonne journée à tous.